15 juin 1940, sur une petite voie ferrée de la Meuse, au sud de Neufchâteau, une série d'explosions déchire le silence. Des convois entiers partent en fumée. Une attaque de bombardiers allemands ? Pas du tout. Ce sont des soldats français. Ils sont en train de dynamiter eux-mêmes l'arme la plus lourde, la plus chère et la plus terrifiante de l'armée française. Il s'agit du char super lourd FCM-2C, l'outil ultime de la propagande française, réduit en cendres par ses propres équipages. Mais comment ce monstre d'acier de 70 tonnes a-t-il pu connaître une fin aussi pathétique, sans même avoir croisé le fer avec le moindre ennemi ? Pour comprendre comment un engin aussi titanesque a pu finir en petit tas de ferraille, il faut remonter à plus de 20 ans en arrière, durant l'enfer de la Première Guerre mondiale. Une époque où la tactique militaire se résumait souvent à envoyer des milliers de malheureux se heurter contre des nids de mitrailleuses. Une jeunesse fauchée en quelques secondes. Et si par miracle les survivants parvenaient à prendre la tranchée adverse, le gain de territoire se comptait en centaines de mètres. Une avancée dérisoire quand l'objectif final est Berlin. Les états-majors de l'entente ont bien essayé de trouver une solution, et la seule qui semblait tenir la route s'appelait l'artillerie spéciale. L'histoire du FCM-2C commence en octobre 1916. L'état-major cherche à se doter d'engins plus performants que les premiers chars qui sortent tout juste des usines françaises. Enfin, quand je dis plus performants, je veux surtout dire qu'ils veulent un engin plus gros, plus lourd et plus long. Il y en a, au haut commandement, d'avoir quelque chose à compenser. Ils veulent un titan capable de tout broyer sur le champ de bataille. Ce monstre sera le marteau colossal chargé de pulvériser la ligne de front allemande, pour ouvrir la voie à une nuée de petits chars légers, les futurs Renault FT qui viendront exploiter la brèche. Mais pas de chance, le timing est catastrophique. Le projet prend tellement de retard qu'il ne verra jamais les champs de bataille de la Première Guerre mondiale. L'armistice de 1918 vient couper l'herbe sous le pied des ingénieurs. La commande initiale de 300 exemplaires est drastiquement sabrée. Après la guerre, on n'a plus besoin d'armée, on a besoin de reconstruire. Au final, seuls 10 exemplaires sortiront péniblement des usines en 1921. Ils resteront en service jusqu'au début de la Seconde Guerre mondiale. Mais même avec seulement 10 unités, ce monstre va s'imposer comme le char opérationnel le plus gros et le plus lourd que la France ait jamais fabriqué. Oui, même plus lourd que le char Leclerc. Son objectif était simple, il devait pouvoir traverser la ligne Édimbourg et ses immenses tranchées. Pour réussir cet exploit, le FCM-2C affichait des mensurations totalement délirantes. Il mesurait 10,27 m de long, 3 mètres de large et culminait à 4 mètres de haut. Si on le pose à côté des autres chars de sa génération, les autres chars font pâle figure. On a l'impression que c'est des jouets. Ce n'est plus un char d'assaut, c'est un véritable immeuble sur chenille. En plus d'avoir des dimensions aberrantes, le poids était exactement pareil. La bête affichait 68 tonnes sur la balance. C'est quasiment 10 tonnes de plus qu'un char Leclerc moderne. Mais la comparaison s'arrête là. Parce qu'un Leclerc de 57 tonnes, c'est propulsé par un monstre de 1500 chevaux. Alors le FCM-2C, lui, n'aura pas cette chance. Au début de la conception, les ingénieurs voulaient lui coller 4 moteurs de 110 chevaux. Sauf qu'au vu de la mécanique de l'époque, installer 4 moteurs, c'était juste multiplier par 4 vos chances de tomber en panne. L'idée finit à la poubelle. Pour la production, on décide d'installer 2 moteurs de la marque Chenu, d'une puissance de 210 chevaux chacun. Résultat des courses, le char atteint la vitesse foudroyante de 12 km/h. Pour la Première Guerre mondiale, ça passait encore. Mais face aux blindés du début de la Seconde Guerre mondiale, c'est un escargot, on est bien d'accord. Et le pire, c'est que pour faire bouger ce poids astronomique, la bête a une consommation digne d'un alcoolique à l'Oktoberfest. Son autonomie, théorique, culmine péniblement à 150 km. Et encore une fois, c'est théorique. Pour tenter de pallier ce manque de puissance et les pannes à répétition, l'armée va faire un choix de changer la motorisation pour y mettre 2 moteurs de Zeppelin allemands, des Maybach de 250 chevaux. Sauf qu'en réalité, ce maigre gain de puissance n'améliore pas du tout sa mobilité. Et cerise sur le gâteau, comme ces moteurs allemands ont été fabriqués à la fin de la Première Guerre mondiale, quand l'Allemagne manquait de ressources, la qualité de l'acier était tellement désastreuse que leur fiabilité était digne d'un moteur PureTech. Avec une vitesse aussi importante, c'est super facile d'esquiver les tirs ennemis. Du coup, pas besoin d'un blindage très épais. Ah non, pardon, désolé, je me suis trompé de char, je pensais qu'on parlait de la MX-13. Pour le FCM-2C, vu le gabarit du bestiau, s'il n'y a pas un blindage massif, au moindre obus, on dit adieu à 70 tonnes de matériaux. Les ingénieurs ont donc pensé à tout. Ils lui ont collé
45 mm d'acier sur la face avant et 22 mm sur les côtés. Ça en fait tout simplement le char le plus blindé de son époque. Et c'est d'ailleurs un meilleur blindage frontal que la plupart des chars légers du début de la Seconde Guerre mondiale. Mais l'armée française décide de ne pas s'arrêter là. Fin des années 30, ils réalisent que 45 mm, ça reste un peu léger contre les nouveaux canons anti-chars allemands. Alors que font-ils ? Ils décident de faire un MCM-2C surblindé. C'est le char numéro 97, rebaptisé Lorraine. On lui soude 45 mm supplémentaires à l'avant, ce qui fait monter la façade à 90 mm. On se retrouve littéralement avec un char mieux blindé que le célèbre B1 bis. Sauf que cet ajout de blindage lui fait prendre énormément de poids. Le Lorraine atteint les 75 tonnes sur la balance. L'idée ne fut évidemment jamais adoptée pour les autres, les pauvres moteurs allemands crachaient déjà leurs poumons pour bouger 68 tonnes. Alors espérer garder un semblant de mobilité avec 7 tonnes de plus, c'est impossible. Dans ce monstre d'acier, il y a toute une petite armée qui s'active. J'ai envie de dire, comme dans beaucoup de chars conçus pendant la Première Guerre mondiale. Mais là, on est quand même sur un autre niveau. Il y a pas moins de 12 hommes enfermés à l'intérieur. On va faire l'appel. Vous avez 4 mitrailleurs, un à l'avant, un sur chaque flanc, et un petit derrière isolé dans la tourelle arrière. Le pilote, lui, est logé tout à l'avant du châssis. Dans la tourelle principale, c'est le grand luxe. On trouve un chargeur, un tireur et le chef de char. 3 hommes dans une tourelle, chacun à son poste pour être efficace. Excellent argument. Approved. Et heureusement que l'armée française a gardé cette excellente disposition sur tous ses futurs chars de la Seconde Guerre mondiale. Ah bah non en fait, ils l'ont pas fait. Oh là la terrible désillusion. Ensuite, enfoui dans les entrailles de la bête, il y a un mécanicien et son aide-mécanicien. Et croyez-moi, heureusement qu'ils sont là en permanence pour bichonner les moteurs. Car la fiabilité de l'engin est tout simplement catastrophique. Pour gérer la transmission complexe, on trouve même un électricien à plein temps. Et le 12e homme, c'est un radiotélégraphiste. Avoir un vrai poste de radio dédié en 1921, c'est un équipement incroyablement en avance sur son temps. Et encore une fois, c'est une technologie bien pratique qui va mystérieusement disparaître de la plupart des chars français par la suite. Évidemment, c'est pas tout à fait vrai, on retrouvait quand même des radios dans les chars français, mais c'est pour la blague. Ne m'engueulez pas en commentaire. Côté armement, il est aussi impressionnant que tout le reste. On commence par le petit matériel. Il y a donc 4 mitrailleuses Hotchkiss de 1914 avec une cadence de tir de 500 coups par minute et une portée d'environ 2000 mètres. Il y a donc une mitrailleuse dans le châssis sur la face avant, une sur chaque flanc et enfin une petite dernière dans la tourelle derrière. En théorie, il n'a pas d'angle mort. Dans la tourelle principale, il dispose du fameux canon de 75 mm 1897. En réalité, il ne s'agit pas tout à fait du même, car il fut raccourci, mais cela ne l'empêche pas d'être un bon canon, avec une cadence de tir de 6 à 10 coups par minute et une portée max de 2 km. Le seul souci est plus côté de la pénétration de ses munitions, car il a une capacité de pénétration de seulement 40 mm. On voit bien qu'il n'a pas été conçu pour du combat entre chars, mais surtout pour détruire de l'infanterie ou des positions fortifiées. Même si en réalité, 40 mm, ça peut encore faire le taf en 1940 sur certains engins. Pendant qu'on est sur l'armement, vous avez vu ce tourello ? Eh bien, il s'agit d'une particularité. On le nomme coupole stroboscopique. Pour comprendre le fonctionnement, prenez une coupole. Faites plein de fentes dans cette coupole. Si vous mettez la tête dedans, vous ne voyez rien. Mais si vous la faites tourner à 300 tours minute, il vient comme par magie, vous ne voyez plus que les fentes. Et vous ne voyez plus le métal. Un peu comme avec les pales d'un ventilateur. Dans la théorie, c'est top. Mais comme d'habitude, s'il y a des pannes ou juste un petit peu de boue dessus, plus rien ne fonctionne et vous vous retrouvez aveugle. Le FCM-2C a surtout servi à faire le beau dans des spots de propagande, mais l'état-major s'est dit qu'il serait pertinent de le faire évoluer. Et comment on le fait évoluer ? On change son armement. Le canon de 75 mm, c'est bien gentil, mais ça manque un peu de punch pour détruire les fortifications lourdes. En 1926, la décision est donc prise de passer à la taille supérieure avec un obusier court de 155 mm. Ça envoie de sacrés pruneaux, capables de désintégrer à peu près n'importe quel bunker. C'est le projet FCM-2C bis. Sur le papier, c'est le top. Dans la réalité, c'est un cauchemar. La tourelle d'origine n'était absolument pas adaptée pour recevoir un canon de cette ampleur. Les ingénieurs ont donc moulé une nouvelle tourelle géante, ce qui a fait grimper le poids total à près de 74 tonnes. Comme le FCM-2C surblindé. Mais le vrai problème, en plus du poids, c'était la logistique interne. Vu la taille gigantesque des obus de 155 mm, il fallait les stocker tout en bas dans les entrailles du châssis. Pour les amener jusqu'au canon, ils ont installé un système de monte-charge. Sauf que cette usine à gaz fonctionnait très mal. Résultat,
la cadence de tir s'effondrait à un malheureux obus par minute. Et encore, quand ça ne bloquait pas quand la tourelle tournait. L'unique char qui avait servi de cobaye pour ce test fut finalement ramené à l'atelier, démonté et remis au standard FCM2C basique avec son 75 mm. Là encore une fois, on a fait le tour des caractéristiques, mais que sont devenus nos mastodontes français ? Eh bien, ils ont participé à la campagne de France. Enfin, participer, c'est peut-être un bien grand mot. En mai 1940, la situation française est pas forcément des plus reluisantes. Du coup, l'état-major prend une décision radicale, sortir tous les engins disponibles et les envoyer au front. Le périple de nos FCM commence. Sauf que comparé à beaucoup de chars, ils sont incapables de parcourir une distance aussi importante par leurs propres moyens. Ils doivent donc se déplacer en train. Cependant, suite à la désorganisation du réseau ferroviaire français, dû au bombardement de l'armée allemande, le char est stoppé non loin de Châteauneuf, où les équipages de 6 chars restants, il y en a 4 qui n'ont même pas réussi à aller aussi loin. Donc l'équipage des 6 chars restants savent bien qu'ils ne peuvent rien faire. Ils sont bloqués sur les wagons de transport. Ils vont donc se donner une mission de faire en sorte que le FCM ne tombe pas entre les mains de l'ennemi. Cependant, petit souci, une décharge qui doit faire exploser un des FCM, le numéro 99, ne se déclenche pas. Encore un truc qui fonctionne pas dans l'armée française. Le FCM 2C99 tombe donc aux mains des Allemands, qui vont évidemment s'en servir pour faire de la propagande. À la chute du régime, en 1945, il y a des rumeurs comme quoi les soviétiques auraient réussi à le récupérer. Mais qu'est-il advenu ? On ne le retrouve dans aucun musée public, peut-être dans un musée privé, ou alors, tout simplement, au fin fond de la Sibérie. Pour conclure, ce char était en avance, côté cahier des charges. Mais la technologie de l'époque ne pouvait pas fournir ce qu'il demandait. C'est ce qui en fait un char très mauvais. Et le gros souci, l'armée française a continué de les entretenir, alors qu'il y avait sans doute besoin d'argent ailleurs. Et au final, l'Allemagne fera la même erreur avec ses super chars à la fin de la guerre. Ces chars trop lourds, trop complexes pour être autre chose que des engins de propagande. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, à vous abonner et à partager. Pour la prochaine fois, on va aller du côté de nos meilleurs ennemis, les Anglais.